Tout d'abord, nous nous rendrons à Kalkaska, dans le Michigan, où se déroule l'affaire rocambolesque de Keith Ferguson, auteur d'un double homicide. Keith Ferguson a abattu sa femme, Tiffany Ferguson, le 18 novembre dans leur maison du canton de Cold Springs. Après l'avoir abattue, Keith a emmené ses 4 enfants chez leurs grands-parents dans le canton d'Excelsior. Là, il a abattu James Weber, le père de Tiffany, alors que les enfants couraient chercher de l'aide chez un voisin. Le voisin, qui se trouvait être un adjoint du shérif de Kalkaska, a immédiatement appelé le 911. Keith a finalement été appréhendé après une impasse de 7 heures dans une maison du canton d'Orange. Il retenait un otage dans la maison, mais celui-ci n'a heureusement pas été blessé. Aujourd'hui, il doit répondre de plusieurs chefs d'accusation graves, dont 2 chefs d'homicide, 2 chefs de violation de domicile au premier degré, un chef d'enlèvement, un chef de port de gilet par balle lors de la perpétration d'un crime violent et un chef de possession de bombes dans une intention illégale. En outre, Keith doit répondre de 5 chefs d'accusation pour infraction à la législation sur les armes à feu. On pourrait penser qu'un homme accusé de telles charges serait solennel, mais non, pas Keith. Il a proféré des blasphèmes et s'est moqué du juge et du tribunal à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Allez vous faire foutre, tous, allez vous faire foutre tous. Lors de sa mise en accusation, le juge a essayé de coopérer avec lui, mais Keith n'était pas d'accord. « Bien, monsieur Ferguson, puis-je vous demander de vous lever sur le podium, s'il vous plaît ? » « Je ne me lève pas. »« Très bien, j'ai besoin que vous leviez la main droite. »« D'accord, remettez-moi dans ma putain cellule. D'accord, arrêtez. » Lorsqu'un autre juge a tenté de lui poser des questions, Keith s'est mis en colère et s'est emporté. Je ne leur donne aucun détail sur ce qui s'est passé. Si vous voulez être coupable, vous devez dire ce que vous avez fait. Je ne dis rien. Il n'a cessé de proférer des injures, à tel point que le juge a dû ordonner une pause. Il s'est également emporté à nouveau. Ne me touche pas, putain, espèce de fils de pute. Lors de la déclaration de la meilleure amie de sa femme, Keith n'a montré aucun remords. Il s'est contenté de la regarder droit dans les yeux pendant qu'elle faisait sa déclaration. Mais je lui disais que je savais qu'un jour tu la tuerais. Elle me répondait toujours qu'il aimait trop ses enfants. Mais l'acte le plus effronté a peut-être été celui où il a admis le meurtre de la manière la plus sournoise qui soit, sans aucun remords. Aviez-vous l'intention de le tuer? Oh oui. Avez-vous réfléchi à la question de savoir si vous vouliez ou non le tuer, et avez-vous choisi délibérément de le faire? Oh oui, c'est vrai. Keith a été reconnu coupable de meurtre au premier et au second degré par le tribunal itinérant du comté de Kalkaska. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du prononcé de la peine, le juge a noté que Keith avait quelque chose de fondamentalement mauvais. Keith n'a pas fait grand-chose pour sa défense et s'est contenté de dire « Condamnez-moi, tuez-moi, peu importe ». Ensuite, nous nous rendrons à Tampa, en Floride, pour l'affaire rocambolesque de Ronnie O'Neal, qui est techniquement suspecté de 2 meurtres. Ronnie a brutalement assassiné sa petite amie, Kenyatta Baron, et leur fille de 9 ans, et a tenté de tuer leur fils de 8 ans dans leur maison de Riverview en 2018, avant de brûler toute la maison. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'un chef d'accusation de tentative de meurtre au premier degré, d'incendie criminel, de 2 chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants et de résistance sans violence à un agent de la force publique. Dans un tournant dramatique, Ronnie s'est représenté lui-même lors du procès pour double meurtre et s'est moqué du système judiciaire en hurlant sur le jury et en accusant sa petite amie d'être responsable des meurtres. Mais le moment le plus déchirant a été celui du contre-interrogatoire de son fils. Le petit garçon a dû s'asseoir là et repasser les moments déchirants du crime. Tout d'abord, Ronnie essayait de manipuler son fils pour qu'il se souvienne des bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Vous souvenez-vous d'avoir fait des choses avec moi dans le quartier, d'avoir assisté à des événements familiaux, etc. Il a ensuite commencé à prétendre que la police du comté travaillait contre lui et essayait de faire mentir son fils. Te souviens-tu d'avoir interviewé l'inspecteur Dirks? Avez-vous parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là? Non. Est-ce qu'à un moment donné, il vous a parlé de ces choses et vous a dit ce qu'il fallait dire aujourd'hui? Non. Les proches de la mère et de la fille tuée étaient présents au tribunal lors de la condamnation, et le témoignage du fils de Ronnie contre lui au cours du procès a été un moment très émouvant. Il avait son pied sur le dessus, j'étais allongé sur le ventre, il avait son pied sur moi et il me maintenait au sol, et il craquait une allumette.
Mais le moment le plus fou et le plus arrogant du procès a sans doute été celui de l'exposé introductif, lorsqu'il s'est adressé au jury en criant « Les preuves vont montrer que nous sommes sous le gouvernement le plus vicieux, le plus menteur, le plus fabulateur, le plus fictif que vous ayez jamais vu. » Et lors de la plaidoirie, il a carrément dit « J'ai tué Kenyatta Baron ». Au cours de l'audience, la famille de la victime a témoigné avec émotion. La mère de Kenyatta Baron, Carrie Lloyd, a déclaré que Ronnie avait volé les anges de la famille, y compris sa fille, Ron Niveya, qui avait des besoins particuliers et ne pouvait pas parler. Carrie Lloyd s'est déclarée déçue par le verdict du jury et souhaitait que Onial soit condamné à la peine de mort. Ronnie a eu la possibilité de s'exprimer avant que la juge Michelle Cisco ne prononce sa sentence. Onial, menotté et vêtu d'une combinaison rouge de détenu, s'est tourné vers la galerie et a déclaré qu'il ne s'excuserait pas pour ses actes. La juge l'a réprimandé pour son ton, disant à Ronnie qu'elle le ferait expulser de la salle d'audience s'il criait à nouveau. La juge Cisco a demandé à Onial de se lever et de lui faire face pendant qu'elle prononçait sa sentence. Madame Cisco a rappelé le témoignage d'un pompier qui avait transporté le corps de Ron Niveya, 9 ans, hors de la maison. Elle a concentré son attention sur les détails entourant la mort de Ron Niveya, que Ronnie a tué à l'aide d'une hachette. La juge est devenue visiblement émotive lorsqu'elle a décrit le moment de la mort de la petite fille. Ronnie a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité plus 60 ans de prison, à exécuter consécutivement. Vient ensuite Kamia Gamet, une femme qui a tué son petit ami, Marcel Hill, et qui n'a montré aucun remords à l'attente de ce dernier lors de sa déclaration d'impact. Au cours du procès, Gamet a affirmé qu'elle avait agi en état de légitime défense, croyant que Hill était un agresseur inconnu dans leur appartement sombre de l'avenue Lansing. Cependant, selon les rapports, Kamia Gamet avait utilisé un couteau pour éviscérer son petit ami comme un poisson et l'avait poignardé à plusieurs reprises. Pour cette raison, Kamia Gamet a été inculpée de meurtre au premier degré. Hill souffrait de 11 blessures dues à des traumatismes par arme blanche, mais Gamet a maintenu qu'il s'agissait de mensonges. En fait, lors du procès, la façon dont j'ai présenté les choses, tout, la plupart du temps, n'était que mensonge, il y avait un peu de vérité, mais j'ai surtout été condamné pour mensonge. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une accusée nie des allégations, mais ce qui a vraiment déconcerté tout le monde, c'est l'absence de remords de la tante de Hill à la barre. Au cours de la procédure judiciaire, Kamia Gamet a interrompu Diana Banks-Joyner, une parente de Hill, alors qu'elle parlait des abus que Hill avait subis de la part de Gamet. Je me souviens aussi de ces appels à l'aide qu'il a poussés lorsque vous avez enfoncé le couteau dans son corps et l'en avez sorti. Mais Madame Gamet a levé les yeux au ciel et a dit « c'est tout », à la surprise générale. En réponse, le juge John McBain a été tellement surpris qu'il lui a dit de se taire ou qu'il lui fermerait la bouche avec du ruban adhésif. « Tu vas la fermer ou je vais te mettre du ruban adhésif. » Eh bien, il m'a attaqué. Nous allons attendre ici un moment, jusqu'à ce que nous puissions la calmer. Ils n'ont pas reçu de ruban adhésif. Nous n'avons pas d'autre choix que de l'envoyer là où elle mourra aussi. Je n'arrive pas à croire qu'elle se tienne devant vous ce matin. Le juge McBain du comté de Jackson s'est emporté contre Gamet lors de sa condamnation, exprimant son mépris pour son attitude au tribunal en déclarant « J'espère que vous mourrez en prison ». Malgré les déclarations d'amour de Gamet pour Marcel Hill, Banks-Joyner, le parent de Hill, a suggéré que Gamet n'était avec lui que pour l'exploiter et que le cadeau qu'elle lui avait offert était la mort. Banks-Joyner espère que d'autres hommes victimes d'abus comprendront que l'abus n'est jamais une démonstration d'amour. Qu'il s'agisse d'être battu, poignardé ou frappé sur la tête à l'aide d'un marteau, Madame Gamet aurait utilisé plusieurs armes pour attaquer Monsieur Hill, notamment une lampe, un marteau, une poêle à frire et même un couteau. Cependant, le juge McBain a été déconcerté par la façon dont elle l'a attaqué avec un couteau. Vous étiez implacable, vous avez poignardé, vous avez poignardé, vous avez poignardé, vous avez poignardé, vous avez poignardé jusqu'à ce qu'il soit mort. Le juge a maintenu qu'il savait, qu'elle ne pensait pas que Hill était un intrus. Vous ne pensiez pas que c'était un intrus. Un coup de couteau, c'est peut-être de la légitime défense. Vous en avez mis 11 de plus pour vous assurer qu'il était bien mort. J'espère donc, je suis d'accord avec la famille. J'espère que vous mourrez aussi en prison. Vous savez, si c'était un État où la peine de mort est appliquée, vous seriez condamné à la chaise. Le jury l'a déclaré coupable de meurtre et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vous savez que si c'était un État qui applique la peine de mort, vous seriez condamné à la chaise. Ensuite, nous nous penchons sur le cas accablant de Jeremy Christian, qui a assassiné 2 personnes mais n'a montré aucun remords. En mai 2017,
Christian a poignardé et tué Taliesin Namkai Mesh, 23 ans, et Ricky Best, 53 ans, dans un train Max, puis a tenté de tuer Micah Fletcher également. Tout cela parce qu'ils ont essayé de l'empêcher d'insulter 2 femmes d'apparence musulmane. Il a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, d'agression, d'intimidation, d'utilisation illégale d'une arme et de menaces. Au cours du procès, Christian a proféré des insultes à l'encontre des victimes, n'a montré aucun remords et les a même rendus responsables de l'agression. « Je suis la victime! Menteur, menteur, menteur! Tu n'es pas la seule personne noire sur Max, menteur! Fabriquer des petits crimes, menteur! » Cet accès de colère était lié aux commentaires de Demetria Esther, qui l'avait agressé la veille et qui avait demandé au juge d'accélérer le déroulement du procès. Il n'a pas hésité à proférer des insultes raciales, à menacer la sécurité et même à menacer de mort la victime et sa famille, en plein tribunal. Oui, vous avez bien entendu. Je reproche au système de créer et de faciliter l'existence de personnes comme Jérémy, et c'est ensuite à nous, la communauté, de nous occuper d'elle. La police a capturé et non tué un raciste, suprématiste blanc, connu des services de police, qui tenait le couteau ensanglanté avec lequel il a attaqué et tué des gens. Mais alors qu'elle lui dit qu'il devrait pourrir en enfer, Jérémy fait de nouveau des étincelles. Et quand vous mourrez et irez en enfer, j'espère que vous pourrirez. À bientôt là-bas, salope. Non, pas vous. Retourne dans le Tennessee aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Retourne dans le Tennessee aussi. Nous ne voulons pas de vous ici. La situation ne fait qu'empirer. Espèce de vieille peau foutue. Espèce de harpie foutue. Tu fous en l'air toute ma ville. Tu es en guerre. Tu es en guerre. J'aurais dû te tuer, salope. J'aurais dû tuer ta sale gueule. Micah Fletcher, qui a survécu après avoir été poignardé dans le cou par Christian, a décrit ses nouvelles peurs et ses difficultés dans la vie quotidienne. Dans sa déclaration finale, Christian n'a pas assumé la responsabilité des coups de couteau et a rejeté la faute sur Fletcher. Il a nié avoir tenu des propos haineux à l'égard de 2 adolescentes et a déclaré qu'il exerçait son droit à la liberté d'expression. Mais des témoins ont affirmé que Christian avait déversé un torrent ignoble sur la mort des musulmans, des chrétiens et des juifs, parlé de décapitation et crié « Rentrez chez vous, nous avons besoin d'Américains ici » avant de poignarder les victimes. Le juge Cheryl Albrecht du comté de Multnomah a condamné Christian à passer le reste de sa vie en prison pour le meurtre de 2 passagers. Christian a également été condamné à plus de 25 années supplémentaires pour la tentative de meurtre au premier degré de Micah Fletcher, l'agression et les crimes de haine contre une femme noire et 2 adolescentes. Bien que les avocats de Christian aient fait valoir que la peine la plus longue qu'il pouvait recevoir était la prison à vie, avec une peine minimale de 30 ans. Le juge Albrecht s'est rangé à l'avis des procureurs et a condamné Christian à une véritable peine de prison à vie. Jérémy Christian ne verra jamais les lumières à l'extérieur d'une prison. Ensuite, nous nous pencherons sur le meurtre à rebondissement commis par Malik Terrell, un adulte à l'encontre d'un adolescent. Malik, tu as ruiné ma vie. Tu as pris mon bébé, mon seul fils. Il ne méritait pas ça. Malik Terrell a été inculpé d'homicide volontaire au premier degré pour le meurtre brutal de Dennis King. Terrell avait apparemment frappé Dennis King à la tête avec un marteau, l'avait battu, poignardé et brûlé à mort dans un bâtiment abandonné. Il s'est ensuite débarrassé du corps dans une poubelle. Terrell et ses jeunes frères pensaient que King avait été impliqué dans le vol d'un système de jeux vidéo, ce qui a provoqué la dispute. C'est ainsi qu'il a attiré King dans une maison et l'a attaqué pour lui faire avouer qu'il avait participé au vol. King a été porté disparu le 19 mai 2018 et ses restes calcinés ont été retrouvés plus tard dans une maison abandonnée près de 11e et Concordia à Milwaukee. Terrell s'est enfui à Chicago mais y a été arrêté le 21 mai 2018. Si Terrell a incité King à se rendre dans une résidence où il l'a attaqué, c'est parce qu'il espérait lui extorquer des aveux. Terrell s'est enfui à Chicago après l'incident, mais il s'est finalement rendu aux autorités. Il a ensuite été extradé vers Milwaukee où il a été accusé de meurtre intentionnel au premier degré. Cependant, au cours de la procédure judiciaire, Terrell n'a montré aucun remords pour le meurtre de la victime. Il s'est excusé auprès de la famille de King, mais a également tenté de rejeter la responsabilité en affirmant que King l'avait attaqué en premier. Je m'excuse, comme je l'ai dit, de lui avoir ôté la vie. Ce n'était pas à cause d'un jeu vidéo.
Vous aviez raison. Il est revenu chez moi et a essayé de m'attaquer. » Terrell a involontairement blâmé la victime et l'a dit directement au visage de la mère de la victime. Mais selon les proches de King, Terrell était une brute qui n'aimait pas King parce qu'il ne pouvait pas le contrôler. Sur une échelle de 1 à 10 pour les homicides, celui-ci se situe aux alentours de 15. Non seulement l'accusé a assassiné un jeune de 15 ans, mais lorsqu'il a l'occasion de faire une déclaration au tribunal, il feint d'éprouver des remords et tente de rejeter la faute sur le jeune de 15 ans. En raison de l'absence de remords de Terrell et de ses déclarations à la limite de la cruauté, le juge l'a condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a déclaré qu'il ne serait jamais autorisé à demander une surveillance prolongée sous les applaudissements nourris de la salle d'audience. Pensez que tout cela est arrivé simplement à cause d'un jeu vidéo. Il va purger une peine de prison à vie. Je ne permettrai jamais à ce défendeur de demander une surveillance prolongée. Le juge a ajouté que le crime était trop odieux et terrible. Le tribunal a également ordonné à Terrell de verser 3 449,48 $ de dédommagement au fonds d'indemnisation des victimes de la criminalité. Mais tout cela n'est rien en comparaison du coût réel de la perte d'un être cher. La mère et le jeune frère de Terrell ont également plaidé coupables de l'avoir aidé dans cette affaire et ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 3 ans et 18 mois, respectivement. À suivre, le cas particulier de Chandel Jackson, qui a assassiné un étudiant de l'université du Wisconsin-Milwaukee lors d'un cambriolage. Nathan Potter, étudiant en cinéma à l'université du Wisconsin-Milwaukee, a été abattu alors qu'il marchait près de son appartement de River West. Il devait s'agir d'une tentative de vol au hasard, mais lorsque Jackson a découvert que Potter n'avait pas d'argent, il l'a abattu. Chandel Jackson, qui a tiré avec l'arme qui a tué Potter, a pris la fuite. Cependant, le règne de terreur de Jackson a pris fin lorsque son propre oncle l'a dénoncé en disant à la police qu'il se cachait dans le Mississippi. Parce qu'on ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Vous savez que c'est mal. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait et personne ne pourra me faire changer d'avis. Jackson a été arrêté et inculpé d'homicide volontaire. L'affaire a en fait divisé la famille de Jackson, car Gerald Hawkins, son oncle, a déclaré qu'il recevait des menaces de la part d'autres membres de la famille. Mais il s'est avéré qu'il avait raison d'impliquer la police, car Jackson s'est moqué d'elle, l'a insultée et a fait des grimaces aux familles des victimes. Nous voyons à quel point Chandel est méchant au tribunal. Il nous regarde, il jure et il sourit. La mère de Potter, Denise Potter, a exprimé son soulagement après l'arrestation de Jackson. Elle a décrit son fils comme un bon gars qui leur aurait donné son iPhone s'il l'avait demandé, mais il n'avait pas d'argent sur lui. Mais les frasques de Chandel Jackson ont atteint la famille Potter et tout ce qu'elle peut espérer, c'est que justice lui soit rendue. Monsieur le juge, il n'y a rien qui puisse ramener notre Nathan. Mais votre sentence peut faire en sorte que Chandel n'ait pas l'occasion, en tant qu'homme libre, d'infliger à nouveau une telle douleur. Le mal à l'état pur existe-t-il? Nous pensons que oui. Les témoins des 2 fusillades ont identifié Jackson à partir d'un groupe de photos. Et les douilles retrouvées lors des 2 incidents provenaient de la même arme. La plainte et la déclaration sous serment d'un mandat de perquisition ont révélé qu'une personne appelée D était avec Jackson et les détectives ont ensuite arrêté Thomas, également connu sous le nom de D, sur la base de mandats municipaux. Thomas a déclaré à la police que Jackson et lui avaient décidé de voler des gens parce que Jackson avait besoin d'argent et qu'il avait une arme. Jackson n'en était pas à son coup d'essai en matière de criminalité. Il avait un lourd passé. Il avait été inculpé de mise en danger de la sécurité au 2e degré pour avoir tiré sur un homme sans le tuer. Jackson avait également été condamné pour port d'armes dissimulé et résistance ou obstruction à un agent. La mère de Chandel Jackson a essayé de parler en son nom en disant au juge de ne pas considérer son fils comme un monstre. Quand je l'ai vu aux informations, j'ai même pleuré. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas imaginer ce que cette mère est en train de vivre. Je n'ai jamais eu la moindre idée que mon enfant avait quelque chose à voir avec ça. Mon fils n'est pas un monstre. Il n'est pas un monstre. » Alors que le juge s'apprêtait à rendre sa décision, Jackson a choisi de dire quelques mots. « Je m'excuse pour mon comportement. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas la vie. » Mais apparemment, ces excuses n'étaient rien d'autre qu'une promesse creuse, car au moment où le juge prononçait la sentence, Jackson s'est montré tel qu'il est et a fini par se battre avec les adjoints. Il se moquait à nouveau des familles des victimes, ne montrant aucun remords, mais cette fois, le policier s'est assuré qu'il payait. Non, même sa famille n'a montré aucun remords à l'égard de la famille de la victime. Je vous déteste tous. Je vous déteste tous. Chandel Jackson a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas ignoble de TJ Lane, un tireur scolaire qui n'a montré aucun remords lors de son procès.
Il a tiré sur 4 de ses camarades de classe, tuant 3 d'entre eux, Demetrius Hewlin, Russell King Jr. et Daniel Parmertor. Il a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre aggravé, de 2 chefs d'accusation pour tentative de meurtre aggravé et d'un chef d'accusation pour agression criminelle. Cependant, ce qui a vraiment choqué la Cour, c'est lorsque TJ Lane, au cours de la procédure judiciaire, a enlevé sa chemise à boutons et a révélé un t-shirt sur lequel étaient inscrits les mots « tueur ». Il l'a fait avec un air suffisant. Le 27 février 2012, TJ Lane s'est rendu avec un pistolet de calibre 22 et un couteau au lycée de Chardon, dans l'Ohio, et a tiré 10 coups de feu sur des élèves dans la cafétéria. 3 élèves, Demetrius Hewlin, 16 ans, Russell King Jr., 17 ans, et Daniel Parmertor, 16 ans, ont été tués, et 2 autres, Joy Rickers et Nick Walczak, ont été blessés. Le motif de la fusillade n'est pas clair, mais le procureur David Joyce a écarté l'hypothèse de brimade ou de trafic de stupéfiants. Si Joy Rickers est sorti de l'hôpital, les blessures de Nick Walczak sont beaucoup plus graves. Il est paralysé et des balles se sont logées dans sa joue et son cou, selon sa famille. Les médecins espèrent qu'il pourra remarcher, mais il aura besoin d'une thérapie de la colonne vertébrale. Les familles des victimes ont tenu à faire part à Lane de leurs sentiments dans leur déclaration d'impact. Je te déteste pour la douleur que tu as causée à Nick. Tu l'as poursuivi dans le couloir et tu as tiré la dernière balle qui l'a paralysé. Mais Lane n'a pas l'air de s'en soucier. En fait, il sourit avec une chemise sur laquelle on peut lire « tueur », alors qu'une des familles lui fait une déclaration. C'est une vision effrayante du visage d'un meurtrier. Les choses que j'attendais avec impatience, je ne les verrai jamais. Mon petit frère terminera le lycée, ira à l'université, sera diplômé de l'université, se mariera et aura des enfants. Je ne serai jamais une tante et mes enfants ne connaîtront jamais leur oncle. C'est un spectacle absolument triste, rendu encore plus douloureux par un jeune garçon qui ne se soucie vraiment pas de leurs sentiments. Alors que d'autres familles lisent leur déclaration d'impact, Lane continue de sourire, comme s'il s'en amusait. Le juge présidant l'affaire de TJ Lane a accepté qu'il soit inculpé en tant qu'adulte en raison de la nature des meurtres de 3 étudiants de l'école secondaire de Chardon. Le juge a également décidé que Lane ne devait pas être libéré sous caution. Cela signifie que Lane pourrait être condamné à la prison à vie, mais ne risquerait pas la peine de mort. Cependant, l'équipe de défense de Lane a fait valoir qu'il ne devrait pas être inculpé en tant qu'adulte en raison d'une déficience mentale, affirmant qu'il souffrait d'une psychose non spécifiée qui comprenait des symptômes de schizophrénie. Mais le procureur David Joyce a soutenu que Lane était froid et insensible et qu'il avait sa place dans un tribunal pour adultes. L'audience sur la compétence de l'accusé a semblé lui donner raison. Stipulation. La Cour vient d'entendre l'avocat Friedman au nom de TML 3. Cette Cour détermine par une prépondérance de preuves dans le dossier que TML 3 est capable de comprendre la nature et les objectifs de cette procédure juvénile contre lui. Il est capable d'aider ses avocats à assurer sa défense dans cette procédure. Une vidéo des fusillades a été montrée au juge pendant l'audience, mais tous les médias et les spectateurs ont été évacués de la salle d'audience. Mais tout au long de la procédure, il a affiché un sourire moqueur et a même, à un moment donné, fait un doigt d'honneur aux parents. Sa dernière déclaration a fait froid dans le dos, la même main qui a appuyé sur la gâchette qui a tué votre fils. Je vous aime. On ne peut qu'imaginer l'horreur absolue. Mais au moins, la justice a été rendue. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité. TJ Lane ne verra jamais la vie en dehors de la prison.